Prenons quelques éléments pour toujours mettre en perspective l'enchaînement d'événements qu'on a pu connaître au mois de mars, notamment sur le front des banques régionales américaines ou de quelques acteurs spécifiques en Europe, dans le secteur bancaire, bien sûr. François Jubin est à nos côtés également en plateau pour cette demi-heure d'émission. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Directeur général de Wise AM. Oui, effectivement, je voulais reprendre un petit peu avec vous cette séquence de stress financier. La première partie de l'histoire étant quand même l'année 2022 et ce resserrement monétaire global d'une intensité historique et de plus de 400 points de base de hausse de taux foudroyante, menée notamment par la Réserve fédérale américaine et répliquée par les autres banques centrales majeures. Ce phénomène-là, on l'a déjà observé et beaucoup commenté dans les marchés l'an dernier, François. Tout à fait. Alors, c'était la première phase. La première phase, c'est les taux d'intérêt montent de façon fulgurante. Vous l'avez bien mis en avant. Et donc, du coup, les niveaux de prix sur les marchés auxquels les investisseurs acceptent d'investir ont été revus à la baisse. Donc, on sait que les obligations ont perdu 13%, que le Nasdaq a perdu 33%, et puis, il y a d'autres secteurs qui ont été un peu moins touchés. Mais voilà, donc on a eu un grand reset. C'était l'expression que nous avions, que vous m'aviez soufflé à cette grand époque. Repricing. Un grand repricing. Donc ça, c'est sur les prix auxquels les marchés sont prêts à investir. Et puis, il y a la deuxième partie, mais finalement, l'argent, c'est une matière première. Et on a aussi un problème d'inflation sur l'argent. Voilà. Et donc, qui est pénalisé sur ces problèmes d'inflation d'argent? Et donc, c'est là qu'on commence à avoir des effets de bord qu'on n'avait peut-être pas imaginés à ce moment-là. Alors nous, on pensait que les banques, notamment les banques européennes, étaient à l'abri de ces problématiques de patrimoniaux liés à la hausse des taux d'intérêt. Et c'est le cas pour l'essentiel des banques européennes qui suivent les prescriptions de Bâle III sur justement le risque de liquidité, le risque d'inadéquation de leurs engagements par rapport à leurs actifs. Sur les banques US, eh bien, on s'aperçoit que avec l'épisode de SVB, il y avait eu ce problème-là où la valeur du portefeuille de SVB a perdu énormément d'argent et du coup, les clients qui avaient déposé l'argent ont pris peur, ont demandé le rachat et il a bien fallu mettre quelqu'un en face pour assurer la liquidité et reprendre le portefeuille obligataire de SVB. Donc, on voit avec cet épisode-là qu'on a un exemple de difficultés difficultés économiques, d'inflation de la matière première. Chaque crise est différente et effectivement, on cherche les parallèles, mais aussi les différences par rapport à la grande crise financière de 2008. Comme le disait Mickaël, là on est dans une crise du passif pour l'instant. Et donc, la question des dépôts est clé. Ce qui s'est passé chez SVB n'est pas anodin. Alors, ça provient d'une banque avec un modèle économique très particulier, sous le radar des superviseurs, même si on comprend aujourd'hui que les superviseurs avaient commencé à regarder l'affaire quelque temps auparavant, avant la mise sous tutelle et la chute de SVB. Mais c'est plus de 40 milliards de dépôts qui partent en 6 heures le jeudi 9 mars, et c'est jusqu'à 100 milliards de demandes de retrait de dépôts sur la seule journée du vendredi 10 mars, qui conduit à la mise sous tutelle immédiate de SVB par la FDIC. Ce phénomène-là, l'intensité de ce bank run, on ne l'a jamais observé dans l'histoire. Non, ça fait réfléchir, j'imagine, beaucoup de monde dans le secteur bancaire. Pas uniquement dans le secteur bancaire. Et pas uniquement dans le secteur bancaire. Nous, en tout cas, notre conviction, c'est que ce n'est pas un sujet du secteur bancaire. Alors, le secteur bancaire est aujourd'hui Ça peut être le sujet de certaines banques, mais ce n'est pas le sujet du secteur bancaire dans son ensemble. C'est le sujet du secteur bancaire. C'est le sujet du fonctionnement des marchés financiers qui, aujourd'hui, sont d'une mobilité, d'une fluidité extraordinaire et que, vous l'avez signalé, en l'espace d'une journée, on peut avoir des mouvements de passifs qu'on avait mis c'était 3 semaines, 1 mois en 2008 Oui. Northern Rock, ça a duré des semaines. Voilà. Washington Mutual, c'était en 2009. Je crois que c'était, de mémoire, un peu moins de 20 milliards de retraits de dépôts. Mais là aussi, peut-être en 2 ou 3 mois. Oui. Là, 20 milliards, c'était parti en 3 heures chez SVB. Mais on a des histoires dans d'autres industries, dans d'autres secteurs. Regardez ce qui s'est passé sur Orpea, par exemple. Je cite cela parce que c'est bien connu du public, mais on voit qu'en quelques moments,
on peut avoir une entreprise qui va disparaître de la cote. Voilà. Et donc, c'est des phénomènes qui sont ultra violents. Donc ça, je dirais, c'est pas tellement un problème sectoriel, c'est vraiment un problème aujourd'hui d'avoir... on a perdu la biodiversité des investisseurs. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des investisseurs qui sont plus généralement des institutionnels, qui sont capables de bouger des capitaux dans un laps de temps extrêmement court et remettre en question. C'est presque binaire, en fait. Ouais. C'est soit ça passe, soit ça casse. Intéressant. Cette vitesse des marchés, elle concerne tous les acteurs du marché. Je pense elle s'est révélée dans le secteur bancaire, mais cette vitesse des marchés, c'est une constante qu'il faut avoir en tête quand on opère dans les marchés en 2023 aujourd'hui. Exactement. Et ça, on l'a sur tous les sujets. Si on revient au secteur financier, je dis, puisque vous dites que ce n'est pas un problème du secteur bancaire, c'est une crise du passif chez certains acteurs bancaires. Quel type d'enchaînement et quel type d'acteurs ou de nœuds dans le secteur financier au sens large peuvent être mis en fragilité à la suite de ce qu'on a vécu depuis 10 ou 15 jours, François? Alors on peut jouer à se faire peur. Oui, alors on va essayer de le faire de manière raisonnable, mais donc, forcément on est obligé de réfléchir à ces questions. Mais alors on y va, faisons-nous peur. Donc là, aujourd'hui, les banques nous proposent des comptes à terme qui sont extrêmement rémunérateurs. Ouais. Pourquoi ? On peut imaginer qu'elles ont besoin d'avoir une permanence des dépôts, en tout cas de pouvoir bien gérer leur passif. Les fonds euros, c'est pareil. Aujourd'hui, on avait, pendant toute une période, et grâce leur est rendue au niveau des responsables de la gestion active-passive des fonds euros, ils ont évité à ce que les épargnants viennent massivement dans les fonds euros au moment où les taux étaient extrêmement bas. Aujourd'hui, les taux remontent. Donc aujourd'hui, les fonds euros cherchent à capter l'épargne pour pouvoir mutualiser, comprendra qui comprendra, mutualiser les risques financiers dans différentes générations d'épargnants. Bon, a priori, on est quand même dans un environnement extrêmement sûr, mais voilà, donc tout peut être remis en cause du jour au lendemain. Les foncières aujourd'hui sont extrêmement attaquées parce qu'elles subissent des coûts financiers qui vont être importants sans avoir une indexation aussi forte des loyers qu'elles perçoivent. Donc on a des sujets d'inquiétude. Ça veut dire qu'on entre quand même dans une phase où ces risques financiers apparus dans le secteur bancaire dans un premier temps sont des risques qui vont nous accompagner encore pendant quelques temps, j'imagine, François. On va avoir, et ça rejoint un peu la conversation qu'on avait, on va avoir des foyers d'incendie ici et là. Et l'objectif pour les banques centrales sera de canaliser chaque début de feu, début d'incendie, en espérant que ça ne remette pas en cause l'ensemble de la confiance dans le système. Exactement. En fait, vous avez dit le mot-clé, c'est la confiance dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système qui ne fonctionne si nous n'avons pas la confiance. Donc la question clé, ça va être de pérenniser cette confiance dans le système. Et pour ça, il y a des banques centrales qui jouent un rôle qu'on appelle le rôle de banquier en dernier ressort. Ouais. Et je crois qu'elles ont donné l'exemple... Elles ont marqué des points, là, depuis 15 jours ? Oui. Sur ce plan-là ? Oui. Oui. Non, mais je pose la question naïvement. Bon, donc, moi, j'ai confiance dans le système financier. Je pense qu'on a des mécanismes de sauvegarde qui font que on va encore avoir besoin d'établissements bancaires, on va avoir encore besoin de compagnies d'assurance pour avoir son épargne garantie. Personnellement, j'ai plus confiance dans un système qui est régulé, avec des prêteurs en dernier ressort, avec des autorités, que dans des crypto-monnaies où je ne sais pas comment ça fonctionne, tout ça. Qu'est-ce que ça implique dans la construction des portefeuilles aujourd'hui par rapport à peut-être la logique d'investissement qui prévalait il y a encore quelques semaines ou quelques mois, François ?
Alors, si ce risque financier devient une dimension importante de la prise de décision et des banques centrales, mais aussi des investisseurs. Mais aussi des investisseurs. Donc, il faut garder son sang-froid, il faut diversifier. On a des crises, on en connaît à répétition. Alors, 2008, 2011, on a dû attendre quand même 3 ans. Après 2011, maintenant, c'est 3 mois le temps d'attente. Maintenant, entre deux crises. 2018, 2020, tout s'accélère et on est encore vivant et les choses se passent plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a quand même une chose qui a matériellement changé, c'est le niveau de rendement qu'on peut avoir sur des obligations. Bon, ça c'est une première chose. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, on a en fait un effet de balancier entre les risques crédits et les risques sur les taux d'intérêt. Donc on a ce qu'on appelle une corrélation, on a retrouvé une corrélation négative. Donc tout ça, ça nous permet de diversifier. Quand on gagne d'un côté, c'est moins bien de l'autre et vice-versa. Et donc tout ça, ça permet de traverser les périodes. Donc il faut continuer à diversifier. Les obligations vont retrouver de l'attrait. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on envisage les allocations d'actifs. Et puis, concernant les parties un peu plus risquées quand même, eh bien, on trouve que, d'abord, nous, on est toujours adeptes de la diversification des risques économiques. Et donc, les risques économiques, il faut les diversifier entre l'Europe, les États-Unis et puis la Chine, en tout cas l'Asie, qui est également une zone économique extrêmement importante. Alors on peut le faire directement en investir dans ces endroits-là, mais on peut aussi sélectionner des entreprises qui sont exposées à cette zone. LVMH n'a pas été exposé, à ce que je sache, à la crise bancaire. Donc cette diversification, elle est importante. Et puis on a quand même des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont extrêmement corrects, compte tenu des incertitudes ambiantes. Mais c'est dans une logique d'allocation, c'est avant tout un moment taux et crédit, plus qu'action. Parce que c'était la question quand même, après le démarrage en trombe des actions, notamment sur le mois de janvier et poursuivi en février pour les actions européennes, on se demandait quand même si c'était pas quand même un moment action ou un momentum action très puissant. Évidemment, on fera les comptes à la fin de l'année 2023, mais le mois de mars ramène quand même sur le devant de la scène l'idée que oui, taux et crédit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça va quand même inscrire. Prenez le cas du haut rendement, donc les obligations les plus spéculatives. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à des taux de rendement qui sont de l'ordre de 8%. 8%, c'est quand même, ça laisse quand même un peu de marge pour couvrir les risques. Si on a 8% sur les obligations crédit, c'est parce que derrière, eh bien, on a également des marchés actions qui ne sont pas très chers. On paye 12 fois les résultats, 12-13 fois les résultats en moyenne. Sur le secteur bancaire, c'est un peu moins. Sur l'automobile, un peu moins. Sur du luxe, c'est un peu plus. Voilà. Ouais. Oui, il y a quelques secteurs quand même qui tirent vers le bas la valorisation des marchés actions. Les banques, notamment avec le de-rating qu'on a pu connaître ces dernières semaines. D'où une protection... qui était une protection qu'on appelle, qui est la valeur fondamentale qui est associée à ces investissements. Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous en plateau pour cet éclairage sur la situation du moment sur les marchés au terme de ce mois de mars 2023, quasi-terme de ce mois de mars 2023, qui change un petit peu la donne évidemment pour les investisseurs. François Jubin, le directeur général de Wise AM, qui était avec nous en plateau pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.